Merci de choisir la télévision Futur Média pour vous informer. Bienvenue à ce journal. Les titres, c'est tout de suite. Victime de l'attaque au cocktail Molotov sur la ligne 65, Farma Fall, rescapé, revient sur le drame. Un drame qui lui a laissé des marques à vie à bord du véhicule avec sa fille de 11 ans, également blessée. Farma Fall, interrogé par la rédaction, réclame la traque et la sanction à l'encontre des assaillants. Psychose chez des ressortissants sénégalais en mission au Niger. Cela fait plus d'une semaine qu'ils cherchent à rallier Dakar en vain. Aucun vol à l'horizon et jusqu'ici aucun signe de nature et rassuré de la part des autorités diplomatiques sénégalaises. Vous les entendrez dans ce journal. À Saragilel, dans la région de Tambacounda, près d'une décennie après le lotissement de leur commune, plus de 1400 pères de famille courent toujours derrière leur titre de propriété. La municipalité au banc des accusés promet d'intervenir en leur faveur. Et puis nous nous rendrons à Kigali, retrouver la tanière. Veille de match, les Lions se préparent pour la finale contre le Nigeria. Le Nigeria champion en titre pour la 3e fois de l'afro-basket féminin. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec l'attentat de Yarar, un attentat qui a laissé des marques indélébiles à la famille Fall. Parmi ses membres, Farma Fall, 63 ans, a échappé au pire de justesse. Elle se trouvait à bord du bus Tata numéro 65 en partance pour Yarar avec sa petite fille de 11 ans. Elles ont subi l'attaque mais s'en sont sorties avec des blessures graves. Yaram Fall revient avec nous sur cet acte impardonnable selon elle et dont les auteurs doivent être traduits devant la justice. Abib Faye et Modou Diop pour le reportage. Cette image a fait le tour de la toile. L'incendie du bus de marque Tata survenu ce mardi n'a pas épargné Farma Fall. À 63 ans, elle a échappé au pire ce jour-là. Le bus 65 a quitté Kounoun pour allier Yarar, son quartier. A été attaqué et 2 personnes y ont perdu la vie. Dans son domicile, les voisins ne manquent pas de lui témoigner leur solidarité face à cette douleur. J'étais accompagnée de ma petite fille. Elle me disait, grand-mère, nous sommes presque arrivés, on est à Yarar. J'ai remercié le bon Dieu, enfin. Mais une fois à Yarar Magasin, au niveau de la passerelle de Darussalam, j'ai aperçu un homme habillé en noir. Il ne ressemblait même pas à un agresseur. Je croyais que c'était un passager comme tout le monde qui voulait monter à bord. C'est ainsi qu'il s'est mis devant la porte et commençait à nous lancer des insanités. Voilà ce qu'il disait en fait. C'est ce que je voulais. Où est le chauffeur et le receveur, me demandait-il. Elle était avec sa petite fille de 11 ans, Sunkari Kamara, blessée elle aussi au moment des faits. Je voulais avoir une issue pour pouvoir échapper avec ma petite fille et ne pas périr aussi. Mais mourir tous les deux, c'était inimaginable. C'est pourquoi j'ai toujours refusé qu'elle m'accompagne. Mais tu vois, les enfants sont têtus. Le drame a causé une psychose dans cette famille. Actuellement, je ne peux plus manger. Ma petite fille aussi, on se réveille à des heures tardives et chacun s'enlace. Et quand on pense à ce qu'on a vécu, ça nous fait peur. La journée du 1er août restera à jamais gravée dans sa mémoire. Sincèrement, ce jour-là, je pensais que j'allais mourir. J'ai formulé toutes sortes de prières et je m'en suis remis au bon Dieu et qu'il ait pitié de notre âme. J'ai continué même à faire des salades pour que Dieu nous épargne de cette situation. L'acte est impardonnable et les auteurs doivent être traduits en justice. Mon enfant, vous voyez, ces gens-là, regardez bien, ce ne sont pas des voleurs, mais des tueurs, des assassins. Ils voulaient tout simplement nous éliminer. Après Modougueye, 68 ans, Farma Fall et Sunkari Kamara s'en remettent à la bonté divine. Après avoir frôlé la mort à cause des jets de cocktail Molotov dans le bus qu'elles avaient emprunté pour rejoindre Yarar. Aujourd'hui, elles continuent les soins sanitaires pour retrouver leur santé.
Une santé qui, nous l'espérons, elles recouvreront bientôt. Après incendie de 3 minibus à Thiès, le ministre des Transports terrestres sur les lieux, accompagné par le gouverneur Mansour Faye, qui qualifie cet acte d'odieux, promet aux victimes de leur venir en aide. Selon le maire de Saint-Louis, eh bien, ces actes ne resteront pas impunis et l'État du Sénégal prendra toutes les dispositions qu'il faut pour sécuriser désormais transporteurs et usagers. Anta Diop, des minibus Tata attaqués et brûlés à Thiès, des images et mouvements qu'on n'oublie jamais. Le ministre des Transports terrestres et du désenclavement s'est rendu sur les lieux. Il a témoigné toute sa compassion à l'endroit des victimes. Nous sommes venus accompagner effectivement de cette délégation, bien accueillie par monsieur le gouverneur de la région, pour venir vous rendre visite et vous témoigner de toute la compassion, de l'accompagnement de l'État par rapport aux événements vécus hier, plutôt avant-hier. Nous l'avons tous constaté, c'est un attentat qui avait été, en tout cas, organisé et perpétré, puisque l'objectif recherché au-delà de l'attentat, c'était de faire en sorte que l'économie du pays soit arrêtée par le transport. Selon Mansour Faye, l'État prendra toutes les dispositions pour accompagner les acteurs. Le dispositif de sécurité sera également renforcé. Du matériel a été détruit. 4 bus qui ont été détruits. Et là, nous allons, avec les services, voir toutes les dispositions à prendre pour accompagner les acteurs. L'État restera debout et ne se laissera aucunement ébranler par de telles pratiques. Le ministre des Transports terrestres en a profité pour répondre aux détracteurs par rapport à l'attentat de Yarach. Que des personnes mal intentionnées essayent de s'exercer dans la manipulation, mais c'est leur problème. La réalité, elle est là. Les témoignages, je pense, ont été recueillis. Tous les responsables des transports de la région de Thiès étaient présents à cette rencontre à la gouvernance de Thiès. Ils ont ensuite effectué une visite de terrain pour s'enquérir de la situation. Pour lutter contre les accidents de la route, 200 jeunes chauffeurs de l'association des professionnels conducteurs formés par le 3FPT au niveau du port autonome de Dakar. Objectif, leur faire respecter le règlement 14 de l'UEMOA concernant la charge à l'essieu pour renforcer la sécurité sur les routes. Ils ont acquis, ces chauffeurs, des compétences en technique de chargement et de manipulation de produits dangereux. La cérémonie de remise de leur attestation s'est déroulée au centre de formation aux métiers portuaires et à la logistique. Sophie Diallo est la directrice du 3FPT. Je vous propose de l'écouter au micro d'Abdoulaye Anna. Dans le cadre de ces missions, le 3FPT a accompagné 200 jeunes dans le cadre de l'association qui sont membres de l'association des professionnels conducteurs au niveau du port autonome de Dakar, la CPD. Donc réunis ce jour après une formation qui répond aux exigences communautaires, les exigences de l'UEMOA à travers son règlement 14. Donc nous avons eu à les former en technique de chargement, d'arrimage, de sanglage et de manipulation de produits dangereux. Donc voilà l'objet qui nous a réunis aujourd'hui autour de ces orientations. Le 3FPT, c'est un fonds de financement de la formation professionnelle et le 18 mai 2022, le président de la République nous instruisait de renforcer notre accompagnement en formation initiale mais également en renforcement de capacité pour les professionnels du transport. Et je pense que cette activité s'inscrit largement dans cette dynamique-là, cette instruction qu'a donnée le président de la République. Et cette formation a été exécutée au niveau du centre de formation des métiers portuaires et de la logistique, qui a une expérience avérée et reconnue par rapport à cette thématique-là. Nous ne sommes pas allés seuls, donc nous avons également toujours en collaboration avec le ministère des Transports terrestres et du désenclavement, l'ANASER, l'Agence nationale de la sécurité routière, qui nous accompagne également à travers un partenariat sur ce volet-là. Des nouvelles de l'embarcation de migrants qui avait quitté Fass Boye dans la région de Thiès. C'était à la mi-juillet. Eh bien, elle a été secourue par la marine royale marocaine ce jeudi dans l'après-midi. L'annonce a été faite par M. Baboussen, consul général du Sénégal à Dakhla. Les migrants sont au nombre de 99. Ils avaient dans un premier temps été sauvés par un bateau-conteneur battant pavillon russe avant d'être transférés à la
marine marocaine. Nous écoutons le consul Babou Sen pour les détails. Il y a effectivement une pirogue en provenance de Fass Boye qui a été donc secourue et puis dont les passagers sont actuellement ici au niveau de Dakhla. Voilà, c'est bien une information avérée. Voilà, donc j'ai envoyé une équipe à Argoub. Ils sont actuellement à Argoub, à 100 km de Dakhla. J'ai envoyé une équipe là-bas pour faire les identifications. Donc hier, on nous avait indiqué 79 personnes, mais ce matin, les chiffres ont évolué. Il y aurait 99 personnes qui sont arrivées. Donc, on va confirmer le chiffre exact après le retour de la mission consulaire que j'ai envoyée là-bas ce matin. Voilà, on aura non seulement le nombre de passagers, mais également on connaîtra les sexes, est-ce qu'il y a des enfants également, etc. Donc on aura des données beaucoup plus précises. Voilà, pour le moment, il y a une seule personne qui a été internée à l'hôpital. Donc j'ai demandé également une équipe médicale sur place pour évaluer tous les passagers après la première évaluation. Hors de chez nous, parlons à présent de cette situation plus que préoccupante au Niger. L'inquiétude, le sentiment le plus partagé chez une trentaine de Sénégalais bloqués dans ce pays, membres pour certains du ministère de la Santé et de l'Action sociale, mais aussi de la Sonatel. Ces ressortissants sénégalais étaient en mission. Ils sont bloqués à cet effet depuis le 26 juillet dernier après le coup d'État. Ils peinent à trouver un vol disponible, mais aussi et surtout dénoncent le mutisme des autorités diplomatiques sénégalaises. Le point avec Alassane Ba. Ils sont victimes de la situation au Niger. Une trentaine de citoyens sénégalais partis en mission, dont des membres du ministère de la Santé et de l'Action sociale, des agents de la Sonatel, entre autres. Ils sont bloqués au Niger depuis le coup d'État survenu le 26 juillet 2023. Et d'après nos informations, ces Sénégalais qui sont en mission depuis le 25 peinent à trouver un vol disponible pour rentrer au pays. Et pour cause, nous dit-on, il n'y a pas d'autorisation pour les vols dans l'espace CEDEAO. Après le coup d'État, ces Sénégalais qui s'inquiètent de leur situation ont eu à se déplacer à l'ambassade du Sénégal au Niger. Sur place, un seul interlocuteur d'après notre source. Et ce conseiller leur avait suggéré de rester à l'hôtel en attendant. Et depuis lors, rien du tout. Toutes les initiatives viennent d'eux-mêmes. Ils fustigent cette attitude des autorités diplomatiques et dénoncent le fait qu'aucun d'entre eux n'est venu s'enquérir de la situation à l'hôtel, contrairement à d'autres ressortissants d'autres pays qui ont eu des visites de leurs représentants diplomatiques. Ces Sénégalais comptent prendre leur mal en patience dans l'espoir de voir la situation réglée. Et les ressortissants nigériens basés ici au Sénégal expriment aussi leurs inquiétudes face à la situation politique délicate dans leur pays d'origine après le coup d'État du 26 juillet. Installés sur l'avenue Blaise Diagne, ils espèrent que la paix reviendra au plus vite. La CEDEAO, quant à elle, a pris des mesures drastiques en imposant des sanctions économiques et financières au Niger et fixé un ultimatum à la junte de Niamey pour rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Le reportage est de Abdoulaye Diopé à Nindiagne. Établis sur l'avenue Blaise Diagne, les ressortissants nigérians manifestent leur inquiétude face à la situation de leur pays. Si certains d'entre eux préfèrent garder le silence, Hamza, lui, exprime sa surprise face à la tournure des événements. Ce que ça passe dans notre pays, en tout cas, c'est pas joli à voir quoi. Avant les Français, avant les coups d'État aussi. Avant le coup d'État. Nous, on ne peut pas accepter avec les coups d'État parce que le pays maintenant, ça a commencé de changer quand même. Le Niger, ça a commencé de changer le visage. Le renversement du régime de Bazoum est également condamné par le deuxième vice-président de la communauté nigérienne au Sénégal. Il n'y a aucune raison de faire un coup d'État au Niger. Parce que là,
c'est un recul encore qu'on va, si jamais ça se confirme, on va reculer de 15 ou 20 années, 20 années en arrière. Donc vraiment, on condamne avec la dernière énergie cette tentative de coup d'État. Monsieur Rabi compare la situation de son pays à celle du Mali et du Burkina, tous deux dirigés aujourd'hui par les militaires. La situation du Burkina, du Mali n'est pas similaire à celle du Niger. Parce que quand vous prenez au Burkina, au Mali, c'est la population qui s'est soulevée par rapport à une crise sociopolitique qui est là. Mais au Niger, ce n'est pas le cas. On s'est réveillé, même les opposants étaient surpris. La CEDEAO a pris des mesures drastiques en imposant de larges sanctions économiques et financières au Niger après le coup d'État du 26 juillet. Ces mesures suscitent des inquiétudes chez les ressortissants nigérians au Sénégal. Les enfants, j'ai des familles là-bas, mon papa il est là-bas, ma maman elle est parmi tout ça, elle est là-bas au pays. Ils sont pères maintenant quand même, son père, parce que ça passe, ils sont pères quand même, c'est pas joli quoi. L'organisation ouest-africaine a fixé un ultimatum à la junte de Niamey, demandant le rétablissement du président Mohamed Bazoum dans ses fonctions d'ici dimanche. Faute de quoi, une intervention militaire pourrait être envisagée. Le Sénégal se tient prêt à participer à cette éventuelle action si la CEDEAO décide de recourir à la force. Et nous restons au Niger justement où la CEDEAO, vous venez de l'entendre dans ce reportage, n'exclut pas un recours à la force pour faire plier les putschistes. Alors une intervention de la CEDEAO sur le sol nigérien serait-elle opportune ou pas? Eh bien oui, de l'avis du docteur Bakary Samb, directeur de Timbuktu Institute, qui se dit complètement en phase avec l'organisation. Selon lui, l'engagement du Sénégal se justifie pleinement parce qu'étant membre de la CEDEAO, selon Bakary Samb, ce qui se passe au Niger est une violation flagrante des droits communautaires. Je vous propose de l'écouter. Il revient ici sur la situation après le coup d'État du 26 juillet dernier. Vous savez, l'engagement du Sénégal se justifie pleinement. D'abord, le Sénégal est membre fondateur de la CEDEAO. On est tenu par les décisions du sommet des chefs d'État qui sont issus des principes de bonne gouvernance, du respect de la démocratie. Et vous savez que ces principes exclut expressément les putschs, les coups d'État et même les documents constitutifs de l'Union africaine. Je crois que là, ce qui se passe au Niger, il y a une violation flagrante des principes communautaires, en dehors même des menaces immédiates maintenant, qui pèsent sur toute la sous-région et qui doivent ces menaces-là aujourd'hui nous interpeller. Et je crois qu'aujourd'hui, la CEDEAO ne brandit pas seulement la menace de l'intervention militaire. La CEDEAO parle aussi de médiation et de dialogue. Vous avez vu que récemment au Niger, toutes ces semaines, il y a eu un défilé de chefs d'État, un défilé de chefs religieux pour la médiation. On veut donner une chance à la paix, mais cette menace de la CEDEAO se justifie dans un contexte délétère au Sahel, où si l'expérience nigérienne, de cette junte nigérienne-là prospère, tous les régimes de la sous-région seront sous pression, mais aussi sont en sursis. Et si la CEDEAO aujourd'hui n'exclut pas un recours à la force, comment son intervention au Niger s'articulerait-elle? L'idée de la création d'une force d'intervention contre le terrorisme et les coups d'État est discutée lors des 2 derniers sommets de l'organisation. Et bien à 48 heures de la fin de l'ultimatum fixé par la CEDEAO, la situation reste toujours confuse au Niger. Les putschistes durcissent le ton et campent sur leur position. Si la diplomatie échoue, eh bien une intervention militaire serait l'ultime option sur la table. Un tournant historique. Chérif Diop. Pas question de livrer le Sahel à la soldatesque. La chef de la diplomatie sénégalaise l'a martelé avec vigueur hier. Longtemps accusée d'être un machin sans intérêt, cette fois la CEDEAO semble dos au mur. Fini les condamnations d'usage et les positions de surplomb, la communauté veut peser de tout son poids pour inverser la tendance des coups de force dans la région. Problème, la CEDEAO est tout sauf une organisation belliciste. Son objectif premier est de promouvoir l'intégration économique dans la région ouest-africaine.
Pourtant, l'idée de la création d'une nouvelle force d'intervention contre le terrorisme et les changements anticonstitutionnels fut la surprise lors du 62e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. C'est même une des priorités du nouveau président de l'organisation, Bola Tinubu. Le coup de force au Niger pourrait précipiter la création de cette nouvelle force. Le nouveau président nigérian s'est montré assez ferme sur les coups d'État lors de son intervention au 63e sommet à Bissau. Le Nigeria, principal fournisseur des casques blancs, cette force de la CEDEAO en attente. Même si le bâton militaire est brandi, les chefs d'État privilégieront la carotte diplomatique jusqu'à la dernière seconde, car une intervention militaire ferait basculer le Sahel dans un chaos sans nom, la sous-région étant déjà fracturée sur le plan géopolitique et politique. Le président Mohamed Bazoum refuse toujours d'abdiquer. La CEDEAO et la communauté internationale maintiennent la pression sur les putschistes. Tout le monde se retrouve coincé entre la diplomatie à fond ou la guerre totale dans une région déjà déstabilisée. La situation au Sahel risque de se complexifier davantage si un dénouement pacifique n'est pas trouvé d'ici dimanche. Retour chez nous un peu plus d'une décennie après le lotissement du quartier de Saré-Guilel situé dans la périphérie de la commune de Tambacounda. Et bien près de 1400 chefs de famille ont fini par perdre espoir quant à l'acquisition éventuelle de titres de propriété. Ils accusent l'équipe municipale d'être à l'origine de cette situation et l'équipe municipale justement rassure et promet de régler définitivement ce contentieux qui n'a que trop duré. Ibrahima Diabakhate. 11 ans après le lotissement du quartier de Saré-Guilel situé à la périphérie de Tambacounda, quelques 1446 habitants commencent déjà à perdre espoir quant à l'acquisition de titres de propriété. En 2012, Ouriba a lotissé cet quartier qui est là, Saré-Guilel, avec une occupation de 1253 parcelles qui sont occupées et 61 parcelles vides. Et 1446 personnes à recaser dont la route a pris leur parcelle. Aujourd'hui, on est là. Nous sommes allés voir les autorités, plus particulièrement le maire. Il nous a répondu amèrement en nous disant que nous ne sommes sur rien ici, même demain, ils vont nous décapiter ici. C'est ça qu'il nous a dit. Et pour cause, il pointe du doigt les autorités municipales qui auraient cédé une partie de leur espace à une société de la place. Il y a un chantier qui a démarré ici. C'est une antenne d'un certain réseau. Maintenant, ces antennes-là, ils l'ont donné à un espace public. Ça aussi, ça nous inquiète. Comment ça se fait que dans un quartier qui n'a pas encore été délibéré, on donne à des privés des zones d'occupation? Nous ne comprenons pas ça. Le maire de la commune de Tambacounda rassure et tient à préciser que cet espace cédé était destiné à des équipements sociaux de base. Il y avait des lotissements que j'ai trouvés ici et que par rapport à ces lotissements, on avait réservé 30% d'espace pour les équipements. Donc, comme vous le savez, l'opérateur, il est là pour des services par rapport au réseau téléphonique et ensuite également, l'antenne aura un paratonnerre qui va permettre aux populations, s'il y a même des tonnerres, ça ne va pas tomber sur la tête des populations ou des maisons. Ça, c'est des choses bénéfiques pour les populations. Donc, c'est des services qu'ils nous donnent. Il y aura aussi l'électricité. On va profiter parce qu'il a besoin que de 9 mètres 50 carrés. Ces assurances du premier magistrat de la commune de Tambacounda sont loin de convaincre ces habitants de Saré-Guilel qui n'écartent pas l'idée de bloquer toute entreprise de construction d'infrastructures sur cet espace. Allez, le Nord à présent, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, le conseil académique suspend les cours jusqu'au 2 octobre prochain suite à une escalade de violence. Les étudiants apprécient de manière différente cette mesure, chacun donnant son avis. Certains craignent déjà une année blanche, nous dit-on du côté de Saint-Louis, où c'est Diop et Abusek. L'Université Gaston Berger de Saint-Louis a décidé d'arrêter les activités pédagogiques à l'UGB après la présentation et l'analyse de la situation marquée par une escalade de la violence dans l'enceinte de l'Université de Sanar. Plus de 24 heures après cette décision, les étudiants apprécient de manière différente cette décision. Si on focalise sur le temps, on peut rester chez nous jusqu'à 2 octobre, jusqu'à la saison cesse. Sérieusement, ça ne nous arrange pas, sérieusement, parce qu'on va encore subir des retards
cela ne nous arrange pas, sérieusement. Pour certains, l'insécurité gagne de plus en plus du terrain dans le campus social, une situation qu'il faut régler avec des décisions fortes, tout en laissant les étudiants poursuivre les cours. Passer là, ça peut perturber les études, ça peut perturber l'université, ça peut entraîner des années blanches ou sessions uniques. C'est le cas, c'est vraiment déplorable, sérieusement, c'est vraiment déplorable. Pour Hassan Sek, étudiant à l'UGB, ces menaces qui pèsent sur le temple du savoir demeurent des motifs valables pour arrêter toutes les activités pédagogiques. Qu'il y a des manifestations et tout, on ne peut pas rester là au campus social, de vivre de la vulgarité et tout. La direction du CROUS a également pris la décision de fermer le campus social. Personne n'est en sécurité, donc les cours ont été suspendus. Et donc suite à cela aussi, nous avons jugé nécessaire de fermer le campus social. Les restaurants sont fermés à partir de demain au petit déjeuner. Aujourd'hui, certains étudiants commencent à quitter l'université de Saint-Louis avec le cœur meurtri et des souvenirs d'une violence inouïe survenue depuis l'arrestation de Ousmane Sonko. La page culture, à présent, nous nous intéressons au Salon national des arts visuels qui est une belle opportunité pour mettre en lumière le talent et la créativité des artistes sénégalais, un moment de rencontre et d'échange entre les acteurs culturels et le public. Nos reporters ont rencontré les lauréats de cette 11e édition qui se sont prononcés sur ce rendez-vous, ce grand rendez-vous de la culture. L'événement se tient jusqu'au 17 août prochain à la Galerie nationale, mais aussi au Centre culturel Blaise Senghor de Dakar. Ibou Diouf y a fait un tour, on regarde ça. Salon national des arts visuels, 11e édition 49, artistes en lice, c'est pour donner vie à cette exposition sous le thème Ben Bop, art et cohésion sociale. L'intérêt de ce salon, c'est justement qu'il constitue une vitrine pour les artistes et c'est en même temps de baromètre, en tout cas pour la création artistique nationale. En tout cas, la majeure partie des gens qui ont visité l'expo disent que c'est une exposition qui a vraiment une grande, en tout cas qui est de qualité. Ça représente quelque chose de très extraordinaire pour un artiste de pouvoir montrer sa perception de la vie et de la chose par rapport à ces grands rendez-vous, qui lui permettent aussi de pouvoir faire une expansion dans le cadre national et international. Ce salon s'inscrit dans l'agenda culturel du Sénégal et dans la mouvance des événements qui font vibrer le Sénégal sur la scène des arts. Cette œuvre est inspirée d'une parole du prophète, paix et salut sur lui. Vous savez, il est dit que le prophète un jour était accompagné de ses compagnons, que Dieu les agrée, et leur a dit, il existe 360 vertus. Celui qui en possède une ira au paradis. Et vous avez des trésors dorés à l'intérieur. Il y a 75 parties à gauche et 75 à droite. Vous avez 40 charbons dans cette œuvre et 70 éléments qui représentent ces trésors-là. Ces chiffres-là additionnés donnent le chiffre 360. En fait, il y a une certaine numérologie en fait, dans l'œuvre qui rappelle ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une tribune qui permet aux créateurs des différentes générations de montrer leur savoir-faire et de vulgariser des messages de cohésion sociale à travers leur création. Le retour qui m'a plus marqué, c'est il y a une dame qui était devant l'œuvre. Elle dit, quand elle regarde l'œuvre, elle a la chair de poule. Et avant de terminer la phrase, elle pleurait. Donc voilà. La femme était en larmes. Et c'est ce qui m'a beaucoup marqué, quoi. Salon des arts visuels, 11e édition. L'événement se poursuit jusqu'au 17 août 2023. L'actualité sportive à présent, veille de match, les Lions se sont reposés après décrassage. Une séance vidéo pour bien préparer la finale contre le Nigeria, champion en titre ce samedi pour la 3e fois consécutive. Pape Farah Ning du côté de Kigali, Rwanda, que nous retrouvons. Bonsoir Pape Farah.
Bonsoir Sarah Cissé. Après leur belle victoire contre le Mali, les Lions espèrent battre le Nigeria en finale. Aujourd'hui, c'est un jour de repos, un jour où les Lions toute la matinée se sont reposés, mais dans la mi-journée, les joueuses ont fait de la musculation, un peu de décrassage, mais aussi pour voir des vidéos. Elles ont assisté à une séance de vidéos, un peu pour voir et cerner le jeu des Nigérians. Pour vous dire qu'aujourd'hui aussi, les Lions ont reçu la visite de l'ambassadeur du Sénégal au Nigeria, qui a encouragé et félicité les joueurs du Sénégal pour cette finale contre le Nigeria. Demain, 16h à Dakar, 18h heure locale ici à Kigali. On peut espérer aussi voir les Lions gagner cette rencontre après avoir gagné le Cameroun, gagné le Maroc, mais tout d'abord en 8e de finale l'Égypte, mais avec une mauvaise entame, 2 matchs, 2 défaites. Pourquoi pas, comme dit l'adage, il n'y a jamais 203. On espère bien que les Lions vont gagner ici. Tout le monde est confiant, surtout les joueurs sont très confiantes car elles montent en puissance. C'est tout ce qu'on peut retenir, Sarah Cissé. Mais demain, Inch'Allah, à 10h heure locale, les joueurs vont s'entraîner pour un peu faire mise en place afin de battre les 10 Tigers. Merci Pafara, que les dieux de la victoire soient avec nous. Nous restons à Kigali cette fois-ci pour recueillir la version de journalistes sénégalais qui se sont prononcés sur la mauvaise entame des Lions avec 2 défaites et une remontada constatée. Selon ces professionnels des médias, le discours du coach mais aussi les nombreuses critiques ont fait leur effet sur la tanière. Toutefois, par rapport au match de demain, il reste sceptique parce que le Nigeria est tenant du titre et il va tout faire justement pour conserver son titre. Autrement dit, le match ne sera pas facile, mais il ne faudrait jamais perdre espoir. Nous les écoutons. Je pense que c'est une petite surprise. C'est une petite surprise compte tenu du début de nos Lions, un début qui était chaotique. On était très près du gouffre, mais je pense que heureusement elles ont su retrouver l'état d'esprit, le bon état d'esprit pour replonger dans la compétition, ne pas être défaitiste en se disant que bon, ça en est terminé pour nous, on va y aller pour revenir. Non, elles ont quand même pu se remobiliser pour revenir plus fortes. Parce que le match contre le Mali, autant la défaite contre l'Ouganda était une surprise, mais le match contre le Mali était une humiliation. Donc il fallait vraiment se remobiliser. L'équipe n'avait pas joué collectif. Donc il n'y avait pas cette solidarité-là. En défense, il n'y avait pas une présence. On ne sentait pas l'équipe carrément dans le jeu. Donc c'est une compétition. En plus, c'est des matchs de poule. C'est pendant les matchs de poule en fait, qu'on parvient à avoir la température en général de la compétition. L'équipe a pu remonter cette pente parce que tout simplement, le discours du coach, mais également les critiques lors des 2 premiers matchs ont porté leurs fruits. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Sénégal a su mobiliser ses forces pour revenir en puissance dans cette compétition. Il faut surtout faire beaucoup d'écran sur les Nigérians pour ne pas les laisser l'opportunité de pouvoir scorer. Allez, un petit détour par la politique avant de nous quitter. Après l'annonce du ministre de l'Intérieur pour la dissolution du parti PASTEF par décret mardi dernier, la notification a été remise à Biram Souleye Diop, vice-président du parti et président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi. Par ailleurs, le déclarant de PASTEF, c'est la sûreté urbaine donc qui lui a notifié hier la décision ce jeudi. Rappelez que le parti avait déjà fait savoir qu'il s'attaquerait à cette décision qualifiée de non-événement. Voilà qui met un terme à ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté, mais restez avec nous, restez avec moi tout de suite. Soir d'info, 2e partie, et nous recevons le colonel Hadj, expert en situation d'urgence. C'est pour parler de la situation plus que préoccupante au Niger. Bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite, donc, soir d'info qui reçoit le colonel Mamadou Hadj, expert en situation d'urgence. Bonsoir, mon colonel.
Bonsoir Sarah. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec vous, nous allons parler de cette situation, je l'annonçais tout de suite, plus que préoccupante au Niger. Le Niger qui, en l'espace de 10 ans, a connu 3 coups d'État. Vous connaissez bien la région ? Oui, j'ai bourlingué dans cette région, dans les 12 pays de la CEDEAO, notamment Niger, Burkina Faso, et j'ai grandi au Burkina Faso en plus, donc je connais quand même cette région. La zone du Sahel. Je connais la zone du Sahel, comme tous les militaires sénégalais qui ont beaucoup participé aux opérations de maintien de la paix, de l'aménagement, jusqu'au Tchad, donc du Mali jusqu'au Tchad. Donc nous connaissons quand même cette zone et nous y avons évolué. Mais je veux simplement dire que vous avez introduit avec Bakary Samb, et je crois que Bakary a très bien posé le débat, parce que lui c'est un expert, et moi je suis beaucoup plus expert dans les situations d'urgence, mais Bakary Samb, je l'ai entendu tout à l'heure, mais je crois qu'il a vraiment posé le débat, voilà. En tout cas, Bakary Samb, lui, dans ce qu'il a dit dans ce journal, justement, n'exclut pas, encourage même un recours à la force pour rétablir le président Bazoum au pouvoir et pour faire plier les putschistes qui, justement, ont jusqu'au 6 août, c'est-à-dire dimanche, pour revenir à de meilleurs sentiments. Alors, on le sait, l'organisation s'est essayée d'abord à la diplomatie en envoyant une délégation qui est rentrée bredouille, sans réussir à rencontrer les principaux interlocuteurs. À quelques 48 heures de l'ultimatum fixé aux putschistes, pensez-vous, comme Bakary, que le recours à la force, que l'organisation doit recourir à la force, et ou pensez-vous qu'il soit encore possible de faire quelque chose pour éviter cela? Oui, la différence entre Bakary et moi, c'est que lui c'est un intellectuel, moi je suis un homme d'armes. Les hommes d'armes sont beaucoup plus pacifiques que les civils. Les militaires sont beaucoup plus pacifiques que les civils. Alors je retiens, quand je regarde le traité, sur l'article 4, sur les principes généraux, insiste beaucoup sur les médiations. Parce que quand même une communauté est faite d'États qui cherchent à avoir des relations de paix, etc. Et de choses. Mais agir donc contre un membre de la communauté devrait se faire quand même avec beaucoup de précautions. Et par exemple, l'article 54 sur la sécurité régionale parle aussi de médiation, de diplomatie, etc. Nous, les militaires, nous savons nous connaissons les conséquences de l'emploi de la force. C'est pourquoi nous voulons que cet emploi de la force soit absolument le dernier recours. Il faudra insister sur les médiations. Il ne faut pas que la médiation soit tenue par l'ultimatum. Tant qu'il y a des fenêtres ouvertes pour ramener ces militaires qui commencent bien sûr à poser des problèmes dans la sous-région, parce qu'ils prennent tous à Mali, au Burkina, tous, c'est la soldatesse qui se lève pour prendre le pouvoir, alors que le militaire n'est pas fait pour le pouvoir. Donc on risque de se retrouver ici avec toute la sous-région déstabilisée, et les militaires n'ont pas montré qu'ils étaient capables de régler les problèmes de sécurité. Alors ça, nous allons y revenir. Vous ne privilégiez pas un recours à la force de la CEDEAO. Il faut quand même rappeler qu'avant de décider d'intervenir, ils sont encore en discussion, mais d'intervenir sur le plan militaire, il y a aussi des sanctions qui ont été en tout cas levées en direction du Niger. Il y a eu des sanctions d'ordre économique. Il y a tout à l'heure, je le rappelais, une délégation qui a quand même été dépêchée sur les lieux, mais qui est rentrée bredouille, qui n'a pas réussi à rencontrer les putschistes. Si vous êtes d'avis que la force n'est pas la solution, quelles seraient alors les autres voies de recours que la CEDEAO pourrait utiliser? La force n'est jamais une solution. Elle est un dernier recours. Alors, moi je ne suis pas un diplomate, mais je crois que c'est aux diplomates qui sont payés pour ça, de pouvoir aller dire à ces militaires de rendre le pouvoir. En fait, je vais essayer de reformuler ma question. Ce que je veux dire, est-ce que vous pensez que la CEDEAO va trop vite en besogne? Est-ce que vous pensez que l'ultimatum qui a été fixé aux putschistes est trop court et qu'il faut allonger le délai pour continuer à parler, à dialoguer? Mais absolument. Moi je crois qu'il ne faut pas que l'ultimatum bloque la médiation.
il ne faut pas que nous engageons les Africains dans des conflits et dans des guerres entre nous, au moment où nous avons les djihadistes devant nous. Donc il faut qu'on essaie, qu'on trouve des possibilités. Bien sûr, c'est comme les Nations Unies. C'était la paix, la sécurité dans le monde, la médiation, mais avec la Corée du Nord qui a envahi la Corée du Sud, bien sûr, on a mis le chapitre 7. Donc je regarde dans notre cadre, comment on appelle, le cadre juridique, je ne vois pas spécifiquement sur les coups d'État. Bien sûr, la 72e session avait adressé ce problème et le président nigérien avait posé les conditions d'une intervention pour contrer le terrorisme. Voilà, contre le terrorisme et contre les changements anticonstitutionnels. Mais pour moi, je dis qu'il faut continuer. Il ne faut pas radicaliser, quoi, parce que je crois que les militaires là se sont radicalisés. Les diplomates ont été payés pour ça, les militaires sont payés pour faire la guerre. De toute façon, si le Sénégal a des engagements, et si la CEDEAO s'engage à mettre en place une force pour cela, le Sénégal ira respecter ses engagements. Mais je dis encore que les diplomates sont payés pour résoudre des conflits comme ça. Et ils n'ont qu'à aller résoudre ce conflit. Maintenant, si on ne peut pas, la force devient le dernier recours. Effectivement, il faut mettre la force. Parce qu'on a eu l'exemple de la Guinée, du Mali et du Burkina Faso, où les sanctions n'ont pas marché. Parce qu'ils ont plus paupérisé les populations que ramener les militaires à la raison. Bien sûr, mais je trouve quand même que entre le 26 et dimanche, c'est quand même assez court pour pouvoir... Ensuite, je regarde un peu la géopolitique du Niger. C'est 7 pays, dont 3 sont de la CEDEAO, 3 ou 4 sont contre le Niger. Les autres, c'est entre l'Algérie et la Libye. Et à l'est, on a... Parce que c'est une trijonction, donc zone des 3 frontières, avec le Mali, le Burkina, etc. Et une quadrijonction à l'est, avec le Cameroun, où il y a Boko Haram, etc., etc. Donc je crois qu'il faut tenir compte aussi de tout ça. Mais si les militaires ne veulent pas quitter le pouvoir, bien sûr, la seule chose qu'on a, c'est la force. La force, c'est un dernier recours. Je dis encore, moi, la force militaire, c'est un dernier recours dans une situation comme ça. Alors parlons de ce recours justement extrême qui est l'utilisation de la force. Si jamais aujourd'hui l'organisation ne souhaite pas, on souhaite bien sûr que les choses s'arrangent avant cela, si jamais l'organisation choisissait d'intervenir sur le plan militaire, quelles seraient selon vous ses chances de relever le défi lorsqu'on sait que la CEDEAO n'est vraiment pas réputée belliqueuse et qu'elle a enregistré, il faut le dire, plus de succès sur le plan diplomatique que sur le plan militaire. Je voulais seulement dire que si elle n'arrive pas à résoudre ce problème, la CEDEAO va se débarrasser de la sécurité collective. Parce qu'elle agit ou elle se sabote, ça c'est sûr. Elle va revenir maintenant à une organisation économique. Elle ne peut plus, parce qu'elle ne peut plus gérer la sécurité collective. Donc ça, c'est un challenge. Le Niger lui pose un challenge historique. Si elle ne résout pas le Niger, elle devrait se débarrasser de la sécurité collective et rester une organisation diplomatique, économique, etc. Parce que quand même au départ, en 1975, quand on montait la CEDEAO, c'était pour la coopération, c'était un truc d'intégration économique. Bien sûr, c'est en 1978, avec les crises qui sont arrivées, et surtout en 1990, qu'elle a mis en place l'ECOMOG dans le cadre de la crise au Libéria, qui a fait quand même un bon boulot malgré certaines choses. Donc la force, la CEDEAO a les moyens. Elle a les moyens. Le Nigeria déjà est une puissance de la sous-région. Donc elle a les moyens. Ce dont on parle, c'est surtout les conséquences. Les conséquences sur les populations, les conséquences sur le Niger même, les conséquences sur les relations entre tous ces pays, parce que le Niger, c'est une zone, c'est une zone de transition entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. Donc il faudra faire, en tout cas, très attention. Mais si la force est décidée, la CEDEAO a les moyens de le faire.
Alors, je disais tout à l'heure, 3 coups d'État en l'espace de 10 ans au Niger et des coups d'État à foison dans les pays membres de la CEDEAO avec le Mali, le Burkina Faso. De l'avis de nombreux analystes, ces coups d'État militaires, nombreux en tout cas de ces coups d'État en Afrique de l'Ouest, sont le symptôme d'une profonde crise démocratique. Est-ce que vous partagez cet avis? Moi, je crois que un des problèmes fondamentaux de cette c'est bien le secteur de la sécurité. C'est la réforme du secteur de la sécurité qui n'a pas marché. Parce que ce n'est pas les problèmes de gouvernance, de trucs. Parce que moi, si je reviens dans la lutte, dans les coups d'État depuis 1963, avec le Togo, qui a été un des premiers pays où il y a eu un coup d'État, avec les Sylvanus Olympio, Nicolas Grunier, etc. Mais c'est 3 ans. 3 ans, il n'y a pas de malgouvernance. Comment on appelle, Kwame Nkrumah, c'est 1966, c'est 6 ans après l'indépendance. Il n'y a pas de malgouvernance. Bien sûr, en ce moment, ce sont bien sûr les pays, comment on appelle, les colonisateurs, qui sont partis. Et chaque fois qu'un dirigeant veut montrer une certaine indépendance, c'était le cas de Grunier, il est enlevé par les colonisateurs. C'était l'époque des colonisateurs. Donc c'est eux qui nous ont commencé à nous apprendre à faire des coups d'État. Alors, on s'est réjoui de cela. Après, on est passé à une période démocratique. Mais on a l'impression que chaque fois que cette période démocratique, surtout au Niger, le Niger est l'enfant terrible de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'elle va des conférences nationales à la démocratie. Et chaque fois, on repart. Oui, on a une transition démocratique entre Issoufou et on revient en arrière, etc., etc. Moi, je crois qu'il faudra que cette fois-ci, que définitivement, la CEDEAO, parce que la CEDEAO ne peut pas se saborder. Elle est imposée, elle est obligée de mettre un terme au coup d'État. Mais elle est aussi, c'est ça le problème. On appelle ça, les Américains appellent ça un catch-22. C'est-à-dire que vous êtes entre le règlement pacifique des conflits et l'utilisation de la force. L'ONU a eu ce problème partout, dans tous les pays. Il y a entre le règlement, mais il faut des diplomates chevronnés, et jusqu'à ce qu'on sache que ces gens-là ne veulent pas, même s'il faut rallonger ça d'une semaine, c'est pas la peine de... Parce que la paix vaut mieux que tout. Moi, je suis un soldat. La paix vaut mieux que la guerre. Et c'est un pari risqué, d'autant que la junte militaire a annoncé qu'elle ripostera immédiatement en cas d'agression ou tentative d'agression contre le Niger par la CEDEAO. Ça, c'est ce qu'on appelle en stratégie militaire la gesticulation. Ça, c'est des gesticulations. C'est-à-dire qu'avant qu'on s'engage, il y a toujours des gens qui disent si vous engagez, vous aurez ceci, ça. On est habitué à ça. Mais sur le plan des capacités militaires, il y a assez de capacités pour pouvoir aller imposer la force au Niger. Au Niger. Ouais. Mais il faut, comme vous le dites, privilégier encore. J'insiste encore sur la diplomatie. Un soldat n'est jamais quelqu'un qui aime la guerre. Parce que quand la guerre arrive, c'est lui qui l'a fait. Ce n'est pas les civils qui font la guerre, c'est les militaires qui font la guerre. Et ils savent ce qu'il y a dans la guerre. Ils savent que la guerre, c'est pas... J'ai gagné, comme en Ukraine, j'ai gagné 15 km, etc. Mais combien de personnes sont mortes? Combien d'enfants n'ont pas été à l'école? Combien de villages ont été détruits? Combien de vies ont été tuées? Combien de femmes ont été violées? Combien d'enfants nous sommes? Tout ça, ça fait partie de la guerre. Donc, il ne faut pas que ce soit quelque chose, une décision qu'on prenne à la va-t-en-guerre. Il faudra, les chefs d'État, bien sûr, vont réfléchir, vont regarder et peut-être donner encore une chance à la junte de pouvoir revenir et de rendre le pouvoir. On l'avait fait au Burkina Faso, bien sûr, c'est entre militaires. Quand Ndiaye a fait son coup d'État, c'est le président d'ailleurs Macky Sall qui est parti là-bas pour discuter avec lui. Et après, bien sûr, il y a eu une révolution populaire, tout ça, et on a pu rétablir les institutions. Donc je crois qu'il faut insister quand même, encore insister sur la force, tout en préparant la capacité d'imposer le retour aux institutions démocratiques. Merci beaucoup. Je rappelle donc colonel Mamadou Hadj d'avoir été l'invité du soir d'info, deuxième partie. Merci à vous de nous avoir suivis et excellente suite des programmes sur la télévision Futur Média. Merci.